Merci à Décadence de nous accueillir. C'est la première fois qu'on organise quelque chose ensemble. Je ne sais pas si Décadence a déjà accueilli la présentation d'un ouvrage ici, en tout cas d'un livre de sciences économiques, je ne pense pas. Et donc, si, formidable. Merci, merci Nico pour l'accueil. Je voulais peut-être commencer par une question, David, peut-être que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter rapidement. Je sais que tu as un certain nombre de livres qui sont sortis dans les dernières années, donc peut-être que les personnes présentes aujourd'hui te connaissent déjà, mais peut-être nous en dire quelques mots. Merci beaucoup Bassène pour cette invitation. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors d'abord je suis désolé pour ce masque qui me dérange encore plus que vous. Mais je suis malade un peu, enfin voilà, depuis hier soir, donc j'ai préféré être responsable et voilà, et porter un masque dans les transports en commun et puis ici là. D'autant plus que je pense que j'ai chopé un virus, alors je ne sais pas lequel hein, évidemment, mais ça pourrait être le Covid hein, entre nous. Hein. À une soirée d'anniversaire samedi soir, on était tous bondés, tout ça, donc voilà, c'est sûr que c'est des trucs qui se transmettent. Voilà, donc je suis néanmoins en forme, donc je vais pouvoir discuter, et j'ai pas voulu annuler cette rencontre. Donc je suis effectivement universitaire, maître de conférence en économie à l'université d'Angers, donc pas très loin d'ici. Et alors je travaille sur beaucoup de choses, mais j'ai travaillé essentiellement sur deux grands thèmes qui en fait sont assez liés l'un et l'autre. D'abord sur l'Union européenne, avec une réflexion sur les effets du marché unique sur l'industrie européenne, c'est-à-dire que le marché unique crée des phénomènes de concentration dans certaines régions européennes, et au contraire, d'autres régions voient leur industrie disparaître progressivement, donc en gros l'Europe du cœur et l'Europe périphérique, avec des conséquences, bien sûr, sur les mouvements de population, les migrations intra-européennes, qui sont très fortes, hein, beaucoup plus fortes que ce qu'on croit, et puis bien sûr sur les problèmes économiques suscités par ces phénomènes de polarisation industrielle. Donc ça, c'était mon premier travail, un peu lié bien sûr à la crise financière, puis à la crise des dettes souveraines européennes. Et après cela, ça m'a amené à réfléchir sur la notion de néolibéralisme. Et le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine économique, enfin une doctrine politique plus précisément même, qui vise à organiser la société autour du principe de marché qui vont créer des prix. On va y revenir tout à l'heure, j'imagine. Mais cette notion de néolibéralisme, je trouvais qu'elle n'était pas très bien abordée dans le débat politique. Souvent, c'est un peu un anathème, mais on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Et donc moi, j'ai fait une recherche assez ambitieuse, hein, une recherche vraiment un peu académique quand même, sur l'origine des textes néolibéraux, les premiers néolibéraux qui datent des années 30, et puis l'évolution de cette doctrine, comment elle a façonné beaucoup de politiques publiques, dont, et c'est là qu'on retrouve le lien avec le sujet précédent, dont le marché unique. Le marché unique étant vraiment une création vraiment typiquement néolibérale dans son esprit et dans ses effets. Et derrière ce néolibéralisme, il y a d'autres phénomènes, le populisme, dont on va sans doute aussi parler, puisque mon premier ouvrage, c'est Populisme et néolibéralisme, mon premier ouvrage sur ce thème-là, et le second, Déclin et chute du néolibéralisme. Alors j'y reviendrai aussi peut-être, mais le néolibéralisme aujourd'hui est en crise. Alors ça pourrait nous réjouir, en même temps, ça peut aussi engendrer des choses pires que le néolibéralisme, donc nous en discuterons peut-être. Voilà, donc mon travail est un travail de chercheur et aussi un peu d'intervenant dans le débat politique. Voilà, donc ces livres, ils sont à la fois adossés sur mes travaux de recherche et en même temps, ils visent à créer du débat. Voilà, donc merci Bassem de m'inviter à faire ce deuxième facette, c'est-à-dire débattre avec vous, quoi, avec tout le monde, quoi. Merci David. On aura l'occasion évidemment d'avoir un temps de questions-réponses de la salle, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, considérez que je vais essayer de suivre un peu le plan du livre pour que David nous en dise quelques mots. Pour moi, c'est une façon aussi de vous inciter à l'acheter. Souvenez-vous que je suis directeur commercial dans la vraie vie, donc en fait, évidemment, mais je ne vends pas des livres, mais bon. Peut-être pour commencer, puisque le titre du livre, c'est « La gauche peut-elle combattre le néolibéralisme ?» Alors, j'ose pas te demander d'essayer de définir la gauche, en tout cas telle que toi tu l'abordes dans ce livre. Mais par contre, le néolibéralisme en tant que tel, je pense que ça vaut le coup d'en donner une définition. C'est vrai que souvent, quand on pense néolibéralisme, on pense au marché, on pense au rôle des entreprises, au rôle du marché, la façon dont le marché se régule tout seul,
plus ou moins bien. Et toi, en l'occurrence, tu appuies sur une autre dimension qui vient compléter ce que je viens d'évoquer. Donc peut-être une petite définition du néolibéralisme. Oui, merci. Alors, la gauche, si quand même, pour la définir très simplement, c'est l'ensemble des partis du nouveau Front populaire. C'est comme ça que je définis. L'idée n'est pas de définir ce que c'est que la gauche, je veux dire, dans son essence, mais ce qu'elle est aujourd'hui dans sa pratique du politique. Et aujourd'hui, la gauche, c'est le NFP, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est ma définition. Parce que du coup, ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a la difficulté à combattre le néolibéralisme. Il suffit de se reporter au programme du NFP, à ce qu'elle fait. Voilà, donc ça me permet aussi de résoudre cette question-là. Alors le néolibéralisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une doctrine, c'est pas une théorie. La différence entre une doctrine et une théorie, c'est qu'une théorie, c'est ce que font les scientifiques pour essayer de comprendre le monde. Les théories, elle est là pour expliquer les choses. La doctrine, elle est là pour agir sur le monde. Hein, donc une doctrine, par exemple, c'est comment on va faire pour arriver à quelque chose. Du coup, il y a un aspect, bien sûr, normatif dans une doctrine. On ne se contente pas de décrire les choses, on essaye de trouver des recettes. Et donc, les hommes politiques, bien sûr, ils ont besoin de doctrine pour agir. Et en fait, le néolibéralisme, il est né dans les années 30, au moment d'une crise du libéralisme très profonde. Crise qui était due à la crise des années 30, mais aussi, plus largement, au fait que les régimes capitalistes libéraux étaient concurrencés par les régimes fascistes et nazis d'un côté, et puis par les régimes communistes. Et donc les libéraux de l'époque se sont dit, il faut qu'on va se faire bouffer, quoi. On va se faire bouffer parce que notre économie ne fonctionne pas bien, et parce qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement le monde des années 30, les États démocratiques tombaient les uns après les autres, et sombraient dans le fascisme, en particulier le fascisme. Il y avait aussi, bien sûr, l'URSS de l'autre côté. Et on avait des conflits politiques très forts à cette époque. Et donc ils se sont dit, le problème du libéralisme, c'est qu'il s'est basé sur la doctrine du laisser-faire. Et le laisser-faire, finalement, c'est assez conservateur. Ça veut dire on ne fait rien, on laisse les choses aller à volo, et on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se permettre de laisser faire. Et pour tout un ensemble de raisons, si vous voulez, j'y reviendrai, mais c'est pas, voilà, on ne va pas non plus trop en passer là-dessus. Ils avaient pour conviction que c'était plus possible, même le système économique ne pouvait plus fonctionner par lui-même. Et donc la première idée des néolibéraux, c'est de dire qu'il faut que l'État puisse faire fonctionner les marchés, parce que par eux-mêmes, les marchés ne peuvent plus fonctionner, parce qu'on est sur un régime de très grandes entreprises qui se mettent à contrôler les prix, qui se mettent à être en monopole. Donc il faut des autorités de régulation de la concurrence. Donc ça, c'est une intervention. Les talons or ne fonctionnent plus, donc il faut trouver des systèmes monétaires qui ne soient pas les talons or, mais qui puissent quand même permettre d'éviter l'inflation. Donc ça, c'est toute une doctrine monétariste qui a inventé à cette époque-là. Et puis, la contestation sociale, il faut l'éliminer. Et pour ça, il faut arriver à des subventions, à un système social qui permet aux gens de vivre même si le marché n'est pas en leur faveur. Parce que bien sûr, le marché, ça produit des inégalités très fortes. Et un dernier élément qui est au cœur du néolibéralisme, c'est le libre-échange. Donc en fait, on a 4 piliers du néolibéralisme que sont l'ordre social, la politique monétaire anti-inflationniste, le libre-échange et les autorités de la régulation de la concurrence. Et alors vous noterez que dedans, bizarrement, il n'y a pas l'équilibre budgétaire. Et ça veut dire que il faut comprendre que il y a cette notion, mais en fait l'idée, ça c'est ce que l'État doit faire en positif, mais il y a aussi l'idée, il ne faut surtout pas que l'État perturbe le fonctionnement du marché. Parce que l'objectif des néolibéraux, c'est d'agir toujours pour un objectif très clair, qui est que les marchés doivent exister et déterminer des prix. C'est-à-dire que la fonction réelle des marchés pour les néolibéraux, ce n'est pas d'être un lieu d'échange. C'est un lieu de détermination de la valeur par le système des prix. Et donc, si on pense ça, les interventions de l'État ne peuvent pas aller dans n'importe quel sens. Il faut qu'elles permettent au marché de déterminer des prix, donc il faut le moins possible perturber le fonctionnement des marchés. Une fois qu'on a créé ces institutions nécessaires pour que le marché fonctionne, eh bien l'État ne doit pas intervenir. Donc il y a derrière le néolibéralisme, il y a aussi une idée d'état de droit, qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que l'État doit agir selon des règles préétablies, et il ne doit pas perturber le marché. Donc par exemple, il vaut mieux donner des allocations sociales aux gens, comme ça ils vont pouvoir acheter, plutôt que leur fournir un service gratuit.
Par exemple, Friedman et Hayek, Milton Friedman et Friedrich Hayek, qui sont des grands néolibéraux, disaient l'éducation, il ne faut pas avoir un système public d'éducation, parce que ça uniformise, et puis les gens n'ont pas le choix d'aller dans telle ou telle école. Il faut que les gens puissent être libres de choisir l'école où ils envoient leurs enfants. Et donc, plutôt que d'avoir un service public de l'éducation, il faut donner aux gens des chèques pour que, avec l'obligation bien sûr d'envoyer des gens à l'école, mais comme ça, ils iront, ça sera un marché privé de l'éducation, et ça sera, vous allez voir, beaucoup plus efficace. Donc vraiment, l'idée des néolibéraux, c'est pas que l'État ne fasse rien, mais c'est qu'il fasse des chèques en fait aux gens pour leur permettre de consommer et de faire fonctionner les marchés. Voilà. Et donc ça veut dire que le déficit budgétaire, il est problématique parce qu'il perturbe les marchés financiers. En fait, c'est ça le fond du problème. C'est pas que la dette publique en soi, c'est mauvais, c'est plutôt que le déficit public fait que l'épargne du secteur privé va plutôt se diriger pour financer les déficits publics, et donc elle ne va pas se diriger pour financer les entreprises. Et donc ça perturbe l'allocation optimale de l'épargne. Vous voyez, donc c'est cette vision-là qu'ont les néolibéraux. C'est une vision dans laquelle l'État doit se mettre au service du marché, pour résumer à gros traits, et avec tout un ensemble de choses derrière. Et je termine un peu sur le libre-échange, qui est un truc très important pour les néolibéraux. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, plus le marché est grand, plus il est efficace. Et plus le marché est grand, moins on va avoir de monopoles privés. Parce que le monopole, ils sont absolument contre. Parce que le monopole, c'est plus le prix de marché. Quand une entreprise est dans le monopole, eh bien, elle décide des prix. Et donc, si elle décide des prix, c'est plus l'offre et la demande qui créent les prix, c'est l'entreprise en monopole. Et donc, la meilleure façon de casser les monopoles, c'est d'élargir le plus possible le marché en faisant du traité de libre-échange, en créant des grands marchés, type le marché unique européen, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et le libre-échange doit être organisé. D'où, par exemple, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Tout un ensemble d'institutions, parce que ils ont bien compris que le libre-échange, c'est pas juste là aussi le laisser-faire, c'est avoir des institutions qui vont permettre, qui vont empêcher les États de prendre des mesures protectionnistes en cas de crise ou en cas de poussée démagogique des populistes, par exemple. Voilà. Parfait, merci. Donc on voit que tout de suite, quand on a tendance à dire que le néolibéralisme, c'est le règne du marché, c'est pas suffisant comme définition. Il faut aller un cran plus loin et voir quel est le rôle de l'État dans le maintien de ce marché, et que le néolibéralisme, c'est pas seulement le laisser-faire. Peut-être s'oppose au laisser-faire. S'oppose au laisser-faire. Et en fait, peut-être une idée à garder à l'esprit, pour ceux qui ont écouté le podcast de France Inter sur Léon Blum, vous avez peut-être remarqué cette phrase dans laquelle Léon Blum explique qu'on est socialiste à partir du moment où on cesse de dire c'est l'ordre des choses. Il dit ça dans son discours. Vraiment, je vous le conseille. Il est disponible sur France Inter et il est aussi disponible sur la plateforme de France Télé. L'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, si j'ose dire. Ça, c'est typiquement une perception de droite. C'est l'ordre des choses, ça se fait, et puis c'est ainsi. Le néolibéralisme, c'est pas ça. Et évidemment, le socialisme, c'est pas ça non plus. Il y a un exemple que tu utilises dans le livre d'un marché bien précis, qui est le marché de l'électricité. Je reprends cet exemple dès le départ, puisque pour certains d'entre vous, vous étiez présents, on en parlait tout à l'heure, lorsque Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, était venu nous voir ici à Nantes, il y a, je ne sais pas si c'est il y a quelques mois ou il y a 1 an et demi, mais en tout cas, il était venu justement pour présenter le travail que lui, il a fait sur cette question du marché d'électricité, en particulier dans le cadre de l'inflation qui était arrivée du fait de la guerre en Ukraine, et donc l'augmentation du tarif de l'électricité qui avait des conséquences immédiates sur notre porte-monnaie à tous, et en particulier par exemple lorsqu'on était boulanger et qu'on consommait beaucoup d'énergie et qu'on pouvait se retrouver à faire faillite du fait de la modification du tarif de l'électricité. Et donc là on est en plein dans un exemple typique, puisque tu évoquais tout à l'heure le rôle de la fixation des prix sur un marché dans une logique néolibérale. Là on a, je ne sais pas si c'est une contradiction, mais en tout cas c'est une bonne illustration de la façon dont les règles européennes ont pu agir sur le marché de l'électricité. Si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, alors c'est pas une contradiction. Justement, l'objectif du marché européen de l'électricité, c'était de constituer le grand marché, le marché unique européen. Alors il faut peut-être ici définir ce que c'est que le marché unique européen. Avant, on avait le marché commun du temps de la CE, c'est-à-dire jusqu'en 86. Alors en fait, jusqu'en 93, formellement, la date de création du marché unique, c'est 93.
Mais peu importe, c'est un processus qui a été long en fait à mettre en place. Avant 93, donc, le marché commun, c'était la libre circulation des marchandises, donc des biens et des services. À partir de 93, donc c'est décidé en 86 par l'acte unique, on passe au marché unique. Et le marché unique rajoute à la libre circulation des marchandises la libre circulation du capital et du travail. On n'avait pas du tout de libre circulation du capital avant le milieu des années 80, dans quasiment tous les pays du monde. En 86, avec Delors a négocié avec les Allemands en particulier pour créer ce marché unique, et l'exigence allemande était libre circulation du capital, non seulement entre les pays européens, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. Et cette logique de libre circulation du capital, elle est profondément néolibérale. Elle vient directement des auteurs néolibéraux des années 30, puisque l'Allemagne est sans doute le premier essai de mise en œuvre du néolibéralisme, alors qu'on appelle en Allemagne l'ordolibéralisme, mais c'est une forme de néolibéralisme comme les autres. C'est pour ça que la Bundesbank, la banque centrale allemande, elle était aussi centrée sur la lutte contre l'inflation. Et l'essentiel, finalement, de la philosophie du marché unique, eh bien, elle émane aussi de ces représentations-là. Alors, bien sûr, les Français étaient d'accord, puisque dans les années 80, tout le monde devient néolibéral. Tous les grands économistes sont néolibéraux, et notamment tous les prix Nobel de l'époque. On va avoir une vague de prix Nobel d'économistes néolibéraux très très important. Les années 80, c'est vraiment les années de transformation. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide de créer le marché unique. Et comme on décide de libéraliser les mouvements de capitaux, c'est-à-dire les investissements d'un pays à l'autre, eh bien, ça va poser un certain nombre de problèmes, parce que les facteurs de production, c'est-à-dire ce qui permet de produire des richesses, nécessitent en général de l'énergie. Et les prix de l'électricité étaient très différents d'un pays à l'autre. Et les modalités de gestion de l'électricité étaient aussi très différentes. En France, on avait un monopole public, mais en Allemagne, ce n'était pas du tout le cas. Et il y avait des pays avec des monopoles publics de production d'électricité, puis d'autres pas du tout. Alors le problème, c'est que pour les pays qui étaient avec des marchés de l'électricité concurrentiels, un pays comme la France pouvait tricher, puisque, et d'ailleurs c'est ce qu'on faisait, puisque les politiques industrielles françaises, c'était de tarifer l'électricité différemment d'une entreprise à l'autre, entre les entreprises et les ménages, pour attirer chez nous, par exemple, des entreprises de production d'aluminium. Et donc ça veut dire que l'aluminium nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup d'électricité en particulier. Et donc, comme on avait un monopole public contrôlé donc par l'État, si on libérait les mouvements de capitaux, eh bien, les pays pouvaient tricher en baissant artificiellement le prix de l'électricité pour attirer les entreprises chez eux. Et donc, c'est ça qu'on a voulu empêcher. C'est-à-dire que la création du marché unique crée une concurrence entre les territoires, et on va en reparler parce que c'est au cœur du problème qu'on a aujourd'hui. Et pour éviter que cette concurrence soit déloyale, on va mettre en place de plus en plus d'institutions. Alors, un système bancaire et financier unique, l'euro, parce que l'euro, c'est aussi évidemment du capital, c'est-à-dire que les pays pouvaient dévaluer des monnaies dans un régime à parité fixe, pour avantager leur industriel, de la même façon. Donc, on crée l'euro, comme ça on ne pourra plus dévaluer, et on va créer le système du marché unique, de l'électricité, le système de libéralisation de l'électricité pour ça. Alors, il faut savoir que les Allemands, ils étaient pour, ils étaient contre, ça dépendait des fois. Je veux dire qu'au début des années 2000, les Allemands étaient plutôt contre. Parce qu'eux aussi voulaient protéger leur industrie, leurs industriels. Bon, finalement, comme c'était la doctrine et qu'il fallait suivre, eh bien, malgré les réticences de certains pays, dont la France, eh bien, on a libéralisé le marché de l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire, libéraliser? Ça ne veut pas forcément dire privatiser. EDF est toujours public aujourd'hui. Libéraliser, ça veut dire sortir du principe du monopole, à organiser la concurrence. Alors le problème de l'organisation de la concurrence sur le marché de l'électricité, c'est que l'électricité, c'est deux choses. C'est même trois choses. Une première chose, qui est la production du courant électrique, c'est les centrales qui le font. La deuxième chose, c'est la distribution de cette électricité, ça c'est le réseau électrique. Et puis la troisième chose, c'est la facturation aux entreprises et aux ménages. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir la concurrence sur le réseau. Parce que le réseau, il est unique. On ne va pas créer des lignes haute tension en parallèle les unes les autres. Ça n'a aucun sens. Alors, vous allez me dire, c'est bien ce qu'on a fait dans la téléphonie mobile. Parce qu'à la téléphonie mobile, on a des réseaux concurrents. Mais bon,
Pour l'électricité, c'était beaucoup trop coûteux. C'est comme pour le rail. Le rail, c'est pareil. On ne va pas créer un autre réseau de chemin de fer pour organiser la concurrence sur des réseaux. Donc ça reste un monopole public, d'ailleurs une filiale d'EDF, mais qui doit être neutre, c'est-à-dire qui doit permettre à n'importe qui, n'importe quelle entreprise concurrentielle, d'utiliser son réseau. Donc la concurrence, finalement, on l'a fait jouer sur les producteurs d'électricité et sur les fournisseurs. Mais alors là c'est aussi un truc particulier. Pourquoi est-ce qu'on a insisté tant que ça pour qu'on ait la concurrence sur les fournisseurs? Pourquoi ne pas organiser essentiellement la concurrence sur les producteurs en disant vous produisez, vous vendez, quelque part. Les fournisseurs sont attachés à un producteur. Parce qu'en fait, si on faisait ça, il n'y avait pas de concurrence. Aujourd'hui encore, 95% de l'électricité produite en France, elle émane de Engie, donc ancien GDF, de EDF et de quelques opérateurs historiques régionaux qui existaient auparavant. Ça veut dire que la concurrence sur les producteurs n'a suscité une offre que pour l'équivalent de 5% de la production d'électricité française. Donc ça n'a quasiment rien fait. En revanche, quand vous regardez les fournisseurs d'électricité, là, le marché s'est beaucoup ouvert. Alors sans doute que beaucoup d'entre vous êtes encore chez EDF, mais globalement, déjà Engie a été séparé d'EDF, donc du coup, il y a eu 2 concurrents là. Et puis il y a tout un ensemble de fournisseurs d'électricité qui ne produisaient pas d'électricité, qui sont arrivés sur le marché et qui achetaient l'électricité donc à EDF, à d'autres producteurs, et qui les revendaient, les refacturaient aux ménages. Alors le problème, c'est que ces fournisseurs, ils ne pouvaient pas faire de profit comme ça. Donc pour leur permettre d'exister et de fonctionner, on leur a permis d'acheter de l'électricité à prix cassé. Et donc c'est là qu'on arrive à une contradiction, c'est que normalement le principe de la libre du néolibéralisme et du marché, c'est d'avoir des prix de marché. Mais ces prix de marché ne pouvant pas fonctionner parce que la concurrence étant inégale, on va créer des prix régulés, mais pas pour les ménages, pour les fournisseurs. Alors pour les ménages, il y a aussi toujours le tarif régulé. Ils n'ont pas réussi à l'enlever, pourtant ce n'est pas l'envie qui leur a manqué. Mais par contre, pour les entreprises, il n'y a plus de tarif régulé. Parce que n'oubliez pas, c'est beaucoup plus important finalement d'avoir la concurrence et d'avoir des prix de marché pour les entreprises que pour les ménages. Donc là, les entreprises, ça fait très longtemps, sauf les micro-entreprises, mais elles n'ont plus de tarifs régulés, et donc elles ont des offres de marché exclusivement. Pour les ménages, on va garder les tarifs régulés, même s'il y a eu de très nombreuses volontés. Pour le gaz, c'est déjà terminé, les prix régulés. Pour l'électricité, voilà, c'est trop impopulaire. Pour permettre donc d'avoir une concurrence des fournisseurs, on a créé des prix administrés. C'est le mécanisme de l'AREN. Alors, on l'a fait transitoirement, c'est-à-dire que ça va se terminer à la fin de l'année 2025. Mais ça aura duré quasiment 10 ans, je crois. Peut-être plus. Honnêtement, je ne sais plus, là, j'ai oublié un peu les dates. Mais pendant ce temps, on s'est dit, on va avoir des nouveaux producteurs qui vont arriver sur le marché. Sauf qu'il n'y a pas eu de producteurs qui sont arrivés sur le marché. Les fournisseurs, ils sont contentés de gagner de l'argent en achetant pas cher à EDF, au tarif régulé, et puis en vendant plus cher aux gens à qui ils facturaient. Notez que ces fournisseurs ne gèrent même pas le transport, parce que ça, c'est le réseau de transport d'électricité qui le fait. Ils ne font véritablement que facturer. Ce sont des traders. Ils achètent et ils vendent, un peu comme un commerçant, un marchand de fruits et légumes. Mais la différence, c'est que le marchand de fruits et légumes, il est choisi, parce que les légumes, ils ne sont pas de qualité homogène. Il transporte, il organise le transport, il a une relation privilégiée avec sa clientèle. Les fournisseurs, eux, ils vendent un bien homogène, ils ne s'occupent pas du transport, ils ne font que de la facturation. Et finalement, ce sont des traders, au sens financier du terme. C'est-à-dire qu'ils achètent sur le marché de gros, qu'on a mis en place, et puis ils revendent. Alors ce système, il a complètement explosé au moment de la crise du gaz russe, parce qu'une partie des énergéticiens européens fonctionnent au gaz. Et une grande partie, j'ai pas les chiffres en tête là, j'ai pas révisé, pardon, sur cette question-là précise, mais je crois que c'est à peu près 30% dans certains pays de producteurs qui sont au gaz. Il y a aussi beaucoup de producteurs au charbon. Et la France, elle, a moins de 10% de sa production d'électricité qui est au gaz. Mais malgré la faible quantité d'électricité produite au gaz, le mécanisme fait que pour qu'il
il y ait suffisamment d'offres d'électricité, il faut que les prix de marché permettent de compenser la hausse des coûts du gaz. Pourquoi? Parce que, en gros, comme on produit toujours à l'instant T ce qui est consommé à l'instant T, eh bien, il faut allumer les centrales à gaz. Et les centrales à gaz ne s'allument que si le prix de marché est supérieur au coût de production d'un mégawattheure d'électricité au gaz. Et donc ça veut dire que, de manière totalement bizarre, bien que la France produise très peu d'électricité au gaz, eh bien, c'est le prix du gaz qui détermine les prix de l'électricité. Ce qui fait que ceux qui produisent autrement qu'au gaz, eh bien, eux, ils ont fait des marges énormes. Alors, sauf EDF, parce qu'EDF, on leur a dit, au moment de la crise, eh bien, vous allez étendre le mécanisme ARENH, donc on les a obligés à revendre un tarif bradé aux fournisseurs pour éviter la faillite des fournisseurs. Et comme en plus, ils n'avaient plus de centrales nucléaires, parce qu'il y avait en même temps un problème, alors ils avaient deux problèmes en plus EDF, ils ne produisaient pas au gaz, mais ils avaient des barrages qui n'étaient pas assez pleins, donc ils ne pouvaient pas produire suffisamment d'énergie hydroélectrique. Et en plus, il y avait ce phénomène de corrosion sous contrainte dans certaines centrales qui ont dû être arrêtées. Et donc ça a été dramatique pour EDF, parce que pour vendre l'électricité aux fournisseurs, eh bien, ils ont dû racheter cette électricité sur le marché de gros en Allemagne et ailleurs, dans d'autres pays, à des tarifs délirants. On était monté parfois à 1000 € le mégawattheure. Ce qui veut dire que ce tarif de 1000 € le mégawattheure, il excède largement le coût de production de l'électricité au gaz. C'est-à-dire qu'en plus, même ça n'allait pas. C'est-à-dire que même les producteurs de gaz, ils ont fait énormément de profit pendant cette période-là. Bon, c'était un peu la panique, mais pour sauver le marché de l'électricité, pour sauver une concurrence artificielle des fournisseurs, on a obligé EDF à vendre à prix bradé son électricité au moment où l'électricité était au plus haut. Donc ça a fait 8 milliards de pertes pour EDF. Et donc aujourd'hui, les prix de l'électricité vont rester hauts, parce qu'il va falloir que les consommateurs, eh bien, ils épongent les dettes d'EDF, parce qu'il faut en plus que EDF finance la construction de nouveaux EPR. Voilà, donc le mécanisme qui a produit ça, évidemment, est aberrant, donc je ne vais pas y revenir trop dans le détail, il y a un chapitre qui est consacré à ça, mais en gros, tout ce qu'on voit sur le problème du marché électricité, c'est vraiment une conséquence imprévue de l'idée selon laquelle c'est le marché qui détermine les prix et non plus l'État. Et le problème, c'est quand le marché dysfonctionne parce qu'il y a des chocs exogènes et que les prix sont multipliés par 5 ou par 10, eh bien, voilà, on se retrouve à devoir, là aussi, faire en sorte que l'État intervienne pour éviter la faillite de tout un ensemble de fournisseurs et supprimer la concurrence. Merci beaucoup pour ce focus sur la question des prix d'un marché particulier qui est le marché de l'électricité. On voit bien qu'il y a une forme d'aberration totale qui conduit à des décisions qui ne sont pas rationnelles. Il y a une autre forme d'aberration, tu le détailles dans l'un des derniers chapitres de ce livre, et tu l'avais déjà abordé dans un précédent livre, je crois un des livres que tu avais coécrit avec la regrettée Coralie Delhomme sur la question des prix qui contribuent au calcul du PIB d'un pays et comment les prix de cession entre entreprises finissent par faire en sorte que finalement le PIB en soi, qui a une grandeur économique importante, finalement elle a beaucoup moins de sens après tout. Et en lien avec ça, du coup c'est une question double, à la fois comment la notion de prix pour des entreprises internationales est faussée, cette notion de prix, et comment la notion de PIB est faussée, et par conséquent l'idée de décroissance elle-même peut aussi être faussée, dans la mesure où quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Donc si la grandeur PIB ne veut plus dire grand-chose, du fait des prix, le prix de cession interne d'entreprise, etc., et ça c'est quelque chose qui fausse tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'économie, sur l'importance de la décroissance pour certains, notamment du côté de nos camarades écologistes, et sur l'importance de la croissance pour certains du côté de nos camarades de gauche qu'on peut qualifier parfois de productivistes. Donc cette notion de PIB, tu l'abordes dans le livre, si tu peux nous en dire quelques mots, elle est importante, je pense. Oui, alors, c'est encore des grosses questions. Effectivement, je vais une petite remarque sur ce que tu dis. Il y a une rationalité dans le néolibéralisme. C'est-à-dire que ça produit effectivement des résultats qui ne sont pas forcément anticipés et parfois inattendus. Mais ce qui est incroyable dans le néolibéralisme, c'est à quel point la doctrine elle est solide. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. L'objectif, c'est arrêter avec les prix
réguler les prix décidés par l'État, parce que ça c'est arbitraire, et ça peut fausser le marché, et organisons un mécanisme dans lequel on aura des prix de marché. Et quand les prix explosent, bah, les néolibéraux disent mais c'est normal, ça représente le vrai coût, c'est-à-dire oui il a fallu acheminer du gaz par d'autres moyens, et ça a été très coûteux. Et donc c'est l'idée que les prix, ils vont créer des incitations, et effectivement on a eu des incitations pour pas trop consommer d'électricité au moment où il y a eu la crise d'électricité. Donc il y a quand même une rationalité derrière. Alors, sur la question du PIB, je me souviens qu'avec Coralie Delhomme, on avait écrit donc, ce livre qui s'appelle « La fin de l'Union européenne », et qui disait, qui s'intéressait à une chose qui est au cœur des problèmes aujourd'hui, c'est l'évasion fiscale, qui est quand même au cœur de l'Union européenne. Et cette évasion fiscale, eh bien, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'elle elle produit des choses bizarres. En 2016, par exemple, vous pourrez vérifier sur les statistiques qui sont disponibles. Hein, en 2016, donc c'était l'année d'avant, non 2015, pardon, parce qu'on n'avait pas les chiffres. Nous, quand on a écrit le bouquin, il est sorti en 2017, donc c'était en 2016. Donc on avait regardé les chiffres de la croissance de l'Irlande, et on avait en 2015 une croissance de 25%, croissance du PIB en un an. Et en fait, quand on regarde les chiffres sur le plus long terme, il y a des moments comme ça où tout d'un coup, l'Irlande commence à produire 20% de croissance en plus. Quand on regarde le niveau d'exportation des Allemands, ils exportent 8 fois plus que des Irlandais, pardon, ils exportent 8 fois plus que les Allemands. Alors d'où sortent ces chiffres? Alors, en fait, ces chiffres, ils sont la conséquence des stratégies d'évasion fiscale des entreprises. Parce que l'entreprise française, qu'est-ce qu'elle fait globalement? Quand elle produit quelque chose, elle veut payer le moins d'impôts possible. Donc l'impôt en Irlande, il est à 12,5% du profit, du bénéfice, alors qu'en France, à l'époque, il était à 33%. Aujourd'hui, il est tombé à 25%. Si vous voulez éviter de payer 33% d'impôt sur les sociétés, ou 25%, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez vous débrouiller pour faire aucun profit. Alors comment vous faites pour faire aucun profit? Votre production, vous la vendez en Irlande, à une succursale irlandaise, à prix coûtant. Comme ça, ça vous a coûté 200 de produire un bien, vous le vendez 200, vous ne faites pas de profit, donc vous n'êtes pas imposable. Votre succursale irlandaise, elle récupère le produit et elle le revend 2 fois plus cher. Donc elle fait le profit. Donc le profit, il est localisé en Irlande. Mais alors du coup, ça crée une valeur ajoutée. Mettons, vous avez un produit qui vaut 200 €. Vous l'avez vendu 200 €, donc vous avez produit en PIB 200 € de richesse. Mais votre société irlandaise, qui n'a aucun employé, elle a produit elle aussi 200 € de richesse, parce qu'elle revend à 400 € le produit que vous avez fait. Et alors, le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas besoin de déplacer le produit. Le produit, il est resté dans votre entrepôt chez vous. Il a juste été vendu de manière comptable. Donc vous allez avoir une société succursale irlandaise qui va faire autant de valeur ajoutée, parce qu'elle fait 200 € de valeur ajoutée, que votre société elle-même, qui a produit 200 € de valeur ajoutée. Alors, ce que je vous explique ici, c'est très 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 grossier. Aujourd'hui, si on fait ça, on est rattrapé par le fisc immédiatement. Parce que si on vend le même produit sans modification à une valeur différente, eh bien c'est une fraude fiscale et ça se repère très vite. Mais pensez bien que les entreprises sont un peu plus malignes que ça, et elles vont se débrouiller, par exemple, pour acheter à l'Irlande une marque. C'est-à-dire qu'on produit un produit qui vaut 200, mais qui est un produit sans marque. Pour avoir le label qui va lui donner la valeur, eh bien, il faut verser une licence à une marque. Et cette marque, elle est en Irlande. Et bien voilà, là, c'est totalement légal. Je veux dire, c'est tout aussi de l'évasion fiscale que la première fois. C'est exactement le même principe. Mais sauf que vous ne pouvez pas dire, cette marque, effectivement, vous avez le droit de dire, cette marque, effectivement, elle rajoute 200 € de valeur à mon produit. Et donc c'est logique. Voilà. Et en fait, on a ça avec la propriété intellectuelle de n'importe quoi. Donc vous mettez une société qui contrôle la propriété intellectuelle, ça peut être un logiciel, ça peut être Microsoft est en Irlande par exemple, Apple est en Irlande, enfin toutes ces entreprises. McDo il est au Luxembourg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les McDonald's, pour avoir le droit de s'appeler McDonald's, bien sûr, ils achètent une licence et ils l'achètent à McDonald's Europe, qui est basé au Luxembourg. Donc ces pays-là, du coup, ils font beaucoup d'argent grâce à cela. Et du coup, évidemment, les statistiques macroéconomiques de ces pays sont complètement absurdes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup d'exportations, beaucoup
comment dire, de flux de capitaux qui vont d'abord rentrer dans le pays parce que l'argent va rentrer, puis immédiatement après, cet argent va repartir parce que les destinataires finaux, bien sûr, ne sont pas en Irlande. Donc on va voir dans les statistiques des choses comme ça. Alors, je voudrais dire une chose. Et d'ailleurs, ça va permettre de faire une transition sur la question de la gauche. Quand on dit, tout le monde sait ça, je veux dire, tous les statisticiens savent que les chiffres irlandais n'ont aucun sens. Et quand on dit ça, ce que disent les responsables politiques de gauche, c'est, eh bien, il faut faire de l'harmonisation fiscale. Il faut interdire à l'Irlande d'avoir un taux de fiscalité si faible. Donc c'est ça qu'on essaie de faire en négociation à l'OCDE, à une taxe minimale d'impôt sur les sociétés de 15%, donc déjà 15%, c'est pas beaucoup plus que 12,5%. Hein. Bon, après, les Irlandais, ils arrivaient à ce que les entreprises payent zéro. Hein. Apple, ils ont payé quasiment zéro d'impôt, même pas les 12,5%. Ça a entraîné d'ailleurs une poursuite de la Commission européenne, une amende de 13 milliards d'euros pour Apple, qui doit rembourser à l'État irlandais l'impôt sur les sociétés non perçu. Ce qui veut dire que l'État irlandais va se retrouver avec 13 milliards d'euros alors que c'est eux qui ont triché. Voilà. Donc on dit, arrêtons ça, faisons de l'harmonisation fiscale. Alors, pour moi, il y a un problème. D'abord parce que l'harmonisation fiscale telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, c'est un impôt plancher de 15%. Ce qui veut dire que soit nous, tous les pays arriveront à 15% d'impôt sur les sociétés. Je vous rappelle que dans les années 80, la France était à 50% d'impôt sur les sociétés. Donc on continue la baisse. Alors évidemment, si on baisse tous à 15%, ben, il n'y aura plus de problème d'évasion fiscale. Encore faut-il que les pays collectent véritablement l'impôt. Parce que ce qui s'est passé avec l'Irlande, c'est que l'Irlande ne collectait pas l'impôt. Et comment fait-on pour être certain que les autres pays qui veulent continuer de jouer l'évasion fiscale collectent vraiment l'impôt? Vous savez, le fisc, c'est une autorité centrale. Est-ce qu'on va mettre un fisc européen? Quelles conséquences ça peut avoir après politiquement? La fiscalité, c'est quand même, ça fait partie du contrat social entre les citoyens et les responsables politiques. C'est compliqué d'organiser une fiscalité européenne, hein, parce que voilà, il n'y a pas la même légitimité à l'échelle européenne qu'il peut y avoir à l'échelle nationale. Bon, mais mettons que on arrive à créer une fiscalité commune, que finalement on arrive à 15%, bon bah du coup bah, ça veut dire quand même que les entreprises vont gagner beaucoup d'argent par rapport à avant, et que vraiment les États arrivent à collecter l'impôt. Là on a juste parlé de l'impôt sur les sociétés. Il y a plein d'autres façons de contourner le fisc. Et en fait on est en train de se prendre la tête pour obliger les pays avec tout un ensemble de discussions diplomatiques de haut niveau à organiser une fiscalité commune. Et si on arrivait à avoir une fiscalité commune dans tous les pays, alors j'ai envie de dire, il n'y aura plus besoin de voter. Il n'y aura même plus de légitimité à voter. Parce que aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire quand on est Premier ministre, c'est réfléchir sur la fiscalité. Hollande, c'était un grand fiscaliste. Il adorait faire changer les impôts. Il adorait ça. C'était son dada. Et le problème, c'est qu'on peut faire ça parce qu'on est souverain et qu'on a la possibilité de changer nos impôts. Mais si on arrivait à une harmonisation rigide, bah, du coup, on ne pourrait plus changer nos impôts. Et du coup, on perdrait cet élément de la démocratie qui est fondamental. Bon, alors moi, je vous dis, l'harmonisation fiscale, non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, ça pose d'énormes problèmes démocratiques. Parce que les États ont le droit, et les pays ont le droit d'avoir des fiscalités différentes. Quand je dis ça, les gens disent, mais alors du coup, on ne peut rien faire. Mais il faut combattre le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est libre circulation du capital. Mais il suffit qu'on se dise, ah ben en fait, peut-être que la libre circulation du capital, c'est pas une bonne idée. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire l'interdiction des mouvements de capitaux. Mais reprendre le contrôle de certains mouvements de capitaux, ce qui existait dans les années 80, au début des années 80, ce qui existait dans les années 60, 70. Il n'y avait pas de paradis fiscaux dans les années 60-70. Pourquoi? Ben parce qu'on contrôlait les flux de capitaux. Et que si une entreprise française faisait une succursale dans un autre pays, les Bahamas ou je ne sais où, eh bien on vérifiait pourquoi elle le faisait. Et si ce n'était pas légitime, on lui interdisait de le faire. Alors là, ça devient plus simple. Il n'y a plus besoin de négocier avec qui que ce soit. Il suffit que le pays souverain, comme il contrôle les mouvements de population, comme il contrôle le commerce international, comme il contrôle les ventes d'armes, etc., bah, il contrôle les flux de capitaux. Et ça n'est pas dramatique du point de vue démocratique de contrôler les flux de capitaux. Et là, on supprime les paradis fiscaux immédiatement.
voyez comment on est matricé pour ne pas trouver la bonne réponse parce qu'on a déjà exclu la réponse. On a déjà considéré que le grand marché mondial du capital, c'était un progrès et qu'il ne fallait surtout pas remettre ça en cause. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de contraintes si on se remet à contrôler les mouvements de capitaux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas transférer autant d'argent que vous voulez dans un autre pays. Alors, à l'échelle européenne, ça pose plein de gros problèmes. Hein. Quand on a une unité monétaire, est-ce qu'on peut, dans le cadre d'une unité monétaire, contrôler les mouvements de capitaux? En réalité, oui. On l'a fait pour la Grèce, on l'a fait pour Chypre. On pourrait tout à fait contrôler les mouvements de capitaux, y compris quand on appartient à la même monnaie. Et ça, c'est un grand débat que je laisse aux économistes. Voilà. Alors, voilà, je n'ai pas parlé vraiment de la décroissance, mais on peut en parler après. En fait, justement, l'idée, c'est, puisque tu as parlé de doctrine tout à l'heure, il y a une doctrine qui est le néolibéralisme. Cette doctrine, elle permet à des hommes et des femmes politiques d'avoir des orientations de politique publique. Par exemple, tu évoquais Hollande tout à l'heure, de modifier les taux d'imposition. On l'a oublié maintenant, mais quand Hollande est arrivé au pouvoir, il a mis le même taux d'imposition pour les revenus du capital et pour les revenus du travail. Et ça, c'était un progrès. C'est-à-dire que votre compte d'épargne n'était pas plus imposé, et évidemment ce n'est pas votre compte d'épargne qui était visé, mais en tout cas l'épargne n'était plus moins imposée que le travail. Avec Macron, évidemment, on est revenu en arrière puisqu'on est tombé avec cette histoire de flat tax, avec un taux qui est beaucoup plus faible, de 30% en l'occurrence, pour les revenus du capital par rapport aux revenus du travail, et donc on favorisait le capital sur le travail, ce qui est un vrai problème. Et ça, c'était une vraie avancée du côté de Hollande qu'on a tendance à critiquer, souvent à raison, mais souvent aussi à tort. On voit aujourd'hui les conséquences que ça a eues. Donc une doctrine qui est proposée aux hommes et aux femmes politiques ou qu'ils développent eux-mêmes d'ailleurs peut-être, pour pouvoir mener les politiques publiques du pays. Parmi les doctrines qui peuvent exister aujourd'hui, il y en a deux, et il faudrait qu'on essaye d'en parler ensemble à ce stade. Le premier, c'est la question de la décroissance. Je ne sais pas si tu peux considérer ça comme étant une doctrine, d'une part. Et d'autre part, juste après, je te poserai aussi évidemment la question sur le populisme, puisque là, clairement, on est dans une logique de doctrine. Oui, il faut revenir sur la gauche, finalement. Parce que face au néolibéralisme, comme je l'ai dit, la gauche n'arrive pas à trouver les bonnes réponses. Et à mon avis, elle n'arrive pas à trouver les bonnes réponses parce qu'elle adhère, en fait, à l'idée que les marchés, c'est bien. D'ailleurs, vous savez, on dit souvent... si vous voulez changer le monde, ayez une consommation citoyenne. Pardon, mais ça, c'est ce que dirait un néolibéral. Parce que la démocratie par la consommation, finalement, c'est l'idée que le marché est la réponse au problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut... Moi, je fais attention à ce que je consomme. Voilà, mais il faut distinguer la morale individuelle des politiques publiques. Les politiques publiques, c'est pas faire la morale aux gens. C'est agir de manière systémique pour transformer la société. Donc bien sûr, j'achète le lait des consommateurs qui payent bien les producteurs de lait. Vous savez, les nouveaux trucs. J'achète que ça maintenant. Mais d'un côté, on pourrait se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait du lait qu'on puisse vendre légalement qui ne paye pas les producteurs de lait? Comment se fait-il qu'on puisse trouver normal que tout un ensemble d'agriculteurs ne puissent pas vivre de leur travail? Donc en fait, quand le marché dysfonctionne, on demande aux consommateurs de résoudre le problème, alors qu'en réalité, c'est les politiques publiques qui doivent résoudre le problème. Ben, je vais y venir sur la décroissance, parce qu'il y a d'autres façons d'aborder, à la gauche, d'aborder les choses. C'est-à-dire que quand on voit qu'on n'arrive pas à changer les structures de la société capitaliste, eh bien, on se met à dire, eh bien, changeons entièrement le système, et changeons les imaginaires. Et en fait, c'est là où je suis d'accord avec ce que tu as suggéré tout à l'heure, Bassem, c'est qu'effectivement, la décroissance n'est pas une doctrine, c'est une philosophie. Et c'est différent parce que, en fait, si vous devez mettre un décroissant, mettons, jeune Timothée Parric, là, qui intervient beaucoup dans les médias, vous lui dites, voilà, maintenant tu es président, organise la décroissance. Ben, en fait, je pense qu'il serait très embêté, hein, parce que quand on regarde les propositions concrètes des auteurs décroissants, je pense aussi à Serge Latouche ou à d'autres, ils veulent interdire la publicité, ok. Mais déjà, rien que ça poserait plein de problèmes. Hein. Comment fait-on avec des médias qu'est-ce que ça veut dire interdire la publicité? Enfin, c'est pas simple du tout. Parce que la publicité, c'est aussi la libre expression. Voilà, vous avez vu toutes ces chaînes YouTube de gens qui font des sponsoring. Bon, bah ça, on l'interdit aussi. Voilà, comment on fait ensuite pour que les gens puissent vivre sur les chaînes YouTube? Vous voyez, c'est pas simple, quoi. Bon, et puis après ça, baisse du temps de travail. Oui, mais comment fait-on?
comment fait-on pour obliger les gens à travailler moins? Comment fait-on pour obliger comment fait-on pour empêcher les gens de polluer, par exemple? Parce que finalement, la question, c'est pas uniquement de faire croître le PIB. La question, c'est comment fait-on pour concilier notre système productif avec l'écologie. Ce que les décroissants ont parfois du mal à dire et de manière explicite, c'est que le PIB représente l'ensemble des revenus d'une société. Tout à l'heure, je vous disais le PIB absurde de l'Irlande. Et je vous ai dit qu'il y a une très forte croissance du PIB. Donc on peut dire, dans ce cas, il y a une très forte croissance des revenus. Mais souvenez-vous, cette croissance du PIB était virtuelle et ces revenus, ils repartaient immédiatement à l'étranger. Donc on avait une croissance du PIB, donc des revenus des Irlandais, mais immédiatement après, ces revenus ils repartaient dans les autres pays qui étaient à l'origine de la fraude fiscale. Quand on veut décroître le PIB, mettons de 30%, eh bien ça veut dire qu'on fait décroître les revenus de 30%. Mais ça, c'est quand même compliqué à vendre politiquement. Et donc on essaye de le cacher. Alors on dit, non, mais on va moins produire, on va avoir plus de temps libre. Mais en réalité, le PIB comptabilisant l'ensemble des flux monétaires, baisser le PIB, ça veut dire baisser le revenu des gens. Et comme les gens, ils sont encore dans une... Et la gauche elle-même est encore dans une logique un peu mercantile, où finalement le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre, c'est les revenus qu'on reçoit, l'idée de faire baisser les revenus, c'est pas un truc qui est très populaire. Alors certains décroissants disent, pour éviter l'effondrement du pouvoir d'achat des classes populaires, on va coupler la baisse du temps de travail avec le revenu universel. Alors moi je trouve que ça absolument délirant. Parce que le revenu universel, c'est de donner aux gens de l'argent pour qu'ils consomment sur un marché. Et je vous l'ai dit, ça c'est au cœur de la doctrine sociale des néolibéraux. Donc c'est amusant de voir des gens de gauche qui se disent anti-système, finalement, appliquer des solutions conçues par Hayek et Friedman. Mais en plus, il y a un autre souci, c'est que si tout le monde travaille moins, et que tout le monde a un pouvoir d'achat officiellement similaire, c'est-à-dire on ne va pas baisser les revenus des gens, on va juste baisser leur temps de travail. Mais l'argent, il achètera quoi? Il n'arrivera plus à rien acheter en fait, donc du coup il va se dévaluer. Et là c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une doctrine, c'est une philosophie, parce qu'il y a beaucoup de grandes idées, mais qui en fait, quand on regarde de près, ont quand même du mal à se mettre en œuvre. Même la réduction de temps de travail n'est pas simple. Le rapport au service public n'est pas simple. Les services publics, c'est de la production de richesse. Ça demande des agents, ça demande des profs pour l'éducation, etc. Imaginez qu'on divise par 2 le temps de travail des profs, il va falloir plus de profs. Enfin, forcément. Ou alors on supprime des heures de classe. On peut aussi décider de supprimer aussi le travail des enfants, enfin le travail entre guillemets de formation des jeunes et des enfants. Mais le souci qu'on a après, c'est que puisqu'on aura plus de gens qui vont faire des services publics et qu'on va baisser globalement le temps de travail, ça veut dire qu'il va rester, en termes de main-d'œuvre dans la sphère privée, encore moins qu'avant. Donc ça veut dire que ce que vous pourrez acheter avec votre argent va être bien plus faible. Je vous donne un exemple très simple. Le PIB, aujourd'hui en France, c'est 25% d'investissement, 25% de services publics, enfin de biens non marchands, on va dire globalement parce qu'il y a aussi les associations caritatives, etc. Donc 25% de non marchands, 25% d'investissement et 50% de revenus. Si vous voulez maintenir l'investissement, parce que l'investissement, c'est quand même les routes, les infrastructures, les maisons, etc. Et puis il y a la transition écologique qu'il faut financer. Donc vous préservez ces 25%. Vous préservez les 25% de services publics. Et vous voulez baisser de 25% le PIB. Et bien ça veut dire que vous divisez par 2 les revenus des gens. Il faudra passer de 50% du PIB en consommation marchande à 25% du PIB en consommation marchande. Et comme ça, vous serez passé d'un PIB de 100 à un PIB de 75. Bonne chance pour faire accepter ça aux gens. Alors si on veut réduire le PIB, on peut décider de baisser l'investissement, baisser les services publics, ça aussi ça peut marcher. Mais est-ce que c'est ça que nous disent les décroissants? Ils ne nous disent pas ça en fait. Donc, en fait, ils parlent très peu d'investissement d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils disent par rapport à ça. Mais si vous voulez rénover les bâtiments, ça va coûter très très cher et ça va être beaucoup d'investissement. Donc, ces mécaniques-là, elles ne sont pas tellement bien prises en compte. Et là, un dernier élément que disent les décroissants, et qui à mon avis est une erreur, c'est qu'ils disent
avec le temps libre, vous voyez, on va moins consommer, on va moins détruire l'environnement. Mais tout dépend de ce qu'on fait pendant son temps libre. Parce que la société du temps libre, ce n'est pas forcément une société écologique. Pour prendre un exemple, vous amenez un ami à la gare avec votre voiture, c'est l'exemple que je prends dans l'article. Vous consommez de l'essence, mais d'un point de vue du PIB, ça crée quasiment rien à part la consommation d'essence. Si la personne veut prendre un taxi pour aller à la gare, là, du coup, il y a du PIB qui est construit. Mais du point de vue écologique, c'est exactement la même chose, en fait. Donc, et même, c'est peut-être plus coûteux d'emmener quelqu'un à la gare parce que vous allez faire le trajet retour à vide, alors que le taxi, lui, en général, il fait toujours des trajets retour avec quelqu'un qui l'emmène. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, le temps libre n'est pas plus écologique que le temps marchand de production. Voilà. Donc, je dis ça uniquement pour soulever les problèmes que posent les philosophies comme la décroissance, et dans lesquelles beaucoup de gens à gauche se vont, parce qu'ils trouvent l'idée sympathique, mais derrière la mise en œuvre concrète, finalement, j'ai l'impression, moi, ça détourne la population et les citoyens des vrais enjeux, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en fait, jamais personne pourra dire aux gens, élisez-moi, je vous promets que vous consommerez 2 fois moins, comme ça, on va sauver la planète. Donc vous aurez 2 fois moins de revenus, en quelque sorte, à dépenser. Je ne pense pas que cette personne sera élue, quoi. Merci sur ce point-là, qui est une philosophie de vie, effectivement, qui peut orienter des politiques publiques, mais il y en a une autre dont on pourrait parler, qui, du coup, est-ce que c'est une doctrine? Tu l'évoques dans le livre, oui. Évidemment, tu l'évoques dans le précédent encore plus en détail, le populisme de gauche. Et alors, je fais du teasing, l'étape juste après, c'est parler du national-populisme, donc ne bougez pas, on arrive au RN dans pas longtemps. En tout cas, le populisme de gauche, qui a eu un certain succès autour de 2017, je crois que toute la campagne de Mélenchon a été construite sur ça. Moi, j'avoue, j'ai été à un moment séduit par une partie de ce que Chantal Mouffe a pu écrire et théoriser sur la question du populisme de gauche, mais ensuite, quand on regarde de plus près et qu'on gratte, on se rend compte qu'en fait, on arrive vite à des limites, et tu l'évoques notamment en lien avec le néolibéralisme, et justement, cette doctrine ou pas doctrine, le populisme de gauche? Alors pour le coup, c'est une doctrine, le populisme de gauche, parce qu'elle a été conçue, pensée, qu'elle produit des effets, des politiques très clairs. Mais le populisme de gauche, cet article sur le populisme de gauche, il est très très différent du contenu du livre Populisme et néolibéralisme, parce que le populisme dans ce bouquin, c'est pas une doctrine, c'est une situation sociale. J'ai voulu montrer comment le néolibéralisme produisait des effets sociaux délétères, alors que là, je m'intéresse à la doctrine politique, qui est quelque chose de beaucoup plus concret. Alors cette doctrine, elle vient d'où? Elle vient simplement de Chantal Mouffe, du travail de Chantal Mouffe depuis un bout de temps, et notamment de son dernier livre, dans lequel elle cite Ruffin, Mélenchon et d'autres leaders de gauche, avec qui elle dit qu'elle a beaucoup échangé. Donc c'est un livre qui a été publié en 2018, donc juste après l'élection de 2017, mais qui émane de travaux de discussion qu'elle a eus en 2017 pendant la campagne présidentielle de Mélenchon. Alors, c'est vrai que cette notion de populisme de gauche, pour moi aussi, elle avait au départ un peu d'ambiguïté. Alors, si vous lisez le livre d'Adrien Matou, et Mélenchon la chute, lui, il rend compte des discussions qu'il a eues avec des responsables de LFI, pour lesquels le populisme de gauche, à l'époque, c'était une forme, de patriotisme, de parler à l'ensemble des gens, rompre avec la gauche. Et Adrien Matou, dans son livre, il oppose 2 stratégies, la stratégie union de la gauche, classique de 2012, de Mélenchon 2012, avec la stratégie populiste, qui est la nouvelle stratégie où, vous voyez, vous vous souvenez, on voyait plein de drapeaux français, on voyait plus de drapeaux rouges, on avait le Mélenchon tribun du peuple, qui s'adressait au peuple et pas uniquement au peuple de gauche. Et en fait, moi j'avais un peu cette idée-là, parce que c'était l'idée des acteurs eux-mêmes de la campagne 2017, et beaucoup d'acteurs disent que le populisme de gauche, il a été travesti, il a été abandonné juste après, notamment à partir de 2019, à partir des élections européennes. Et en fait, quand on lit Chantal Mouffe, eh bien, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de lire les auteurs. Chantal Mouffe, son populisme de gauche, d'abord, c'est un peu compliqué à résumer, synthétiser sa pensée comme ça en quelques minutes, mais il faut comprendre qu'au départ,
il y a deux idées principales chez Chantal Mouffe au tout départ. Alors, Chantal Mouffe et Laclos aussi, hein, parce qu'ils sont deux, hein, c'est son mari aussi avec lequel elle a travaillé. Mais en gros, c'était de dire, le marxisme qui s'adresse aux ouvriers, c'est dépassé. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ce marxisme-là, il est trop matérialiste. D'abord, il promeut un projet qui n'a plus de sens. Hein. On est quand même dans les années 70-80 dans la désillusion vis-à-vis de l'URSS et du projet socialiste. Et l'objectif d'un parti de gauche, c'est de rénover sa doctrine pour s'adresser à d'autres catégories de la population qui ne se sont pas représentées par la vision des classes sociales. Donc la première idée de Chantal Mouffe, c'est de dépasser les classes sociales et le marxisme. Donc c'est une théorie post-marxiste. Et post-marxiste au sens, voilà, on ne veut plus faire du marxisme du tout. C'est aussi l'idée que l'économie n'est pas au cœur de la transformation sociale. Ce qui est au cœur de la transformation sociale, c'est finalement de gagner l'hégémonie culturelle. Et donc ça, c'est une deuxième idée très importante chez Chantal Mouffe, l'hégémonie culturelle, qu'elle trouve chez Gramsci. Donc l'idée qu'il faut se battre pour, en quelque sorte, gagner l'ensemble des cœurs et des pensées des gens, puisque c'est ça qu'a fait le néolibéralisme. En gros, du point de vue de Chantal Mouffe, eh bien, le néolibéralisme, il a gagné l'hégémonie culturelle, qui fait que, eh bien, maintenant, il est dans une phase hégémonique. Et alors, ce qu'elle disait, c'est que depuis 2008, eh bien, elle avait perdu cette hégémonie culturelle dans une phase de transition. Et donc, cette transition entraînerait l'apparition de deux mouvements opposés, le populisme de droite, d'extrême droite même, et le populisme de gauche. Et donc il fallait absolument créer du populisme de gauche parce que l'adversaire réel, c'est plus le néolibéralisme, alors qu'elle ne définit pas, hein, par ailleurs, hein, mais c'est la vision, en gros, c'est le système, quoi, le néolibéralisme. Mais c'est le populisme de droite parce que c'est lui avec lequel on est en concurrence pour prendre le pouvoir. Et alors quand on lit ça, eh bien la stratégie de Mélenchon, tout d'un coup, pour moi, ça s'est beaucoup éclairé. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi Mélenchon est souvent sur des thématiques identitaires. Sur la Palestine, par exemple. Il a fait la campagne des Européennes sur la Palestine. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. Mais l'objectif, c'est l'économie, c'est plus important. On n'est pas là pour... Ça ne parle pas aux affects, l'économie, parce qu'il y a aussi l'idée des affects qui est au cœur du populisme de gauche. On parle avec les affects, donc il faut des sujets qui touchent les gens. C'est la raison pour laquelle Mélenchon a beaucoup débattu avec Zemmour au moment de la campagne 2022. Pourquoi il a débattu avec Zemmour? Parce que Zemmour, c'est l'adversaire, en fait. Ce n'est pas le néolibéralisme. Dans ce point de vue, en fait, où la crise néolibéraliste fait que c'est soit l'extrême droite, soit eux. Et donc ça radicalise aussi le discours. Et l'objectif de Mélenchon, en fait, on comprend, c'est d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et donc, peu importe, finalement... et donc, c'est pour ça aussi, qu'il va parler beaucoup, qu'il va essayer de... Alors, l'autre élément, c'est d'agréger les jeunes, les femmes, les populations des quartiers défavorisés. Et ça, il l'a mis en place et c'est très clairement expliqué. C'est-à-dire les nouvelles luttes. Et le concept qu'avait Chantal Mouffe par rapport à ça, c'est le principe de la chaîne d'équivalence. C'est-à-dire qu'elle considère, Chantal Mouffe, qu'on ne peut pas que centrer son discours sur les questions économiques et ouvrières. Il faut aussi s'intéresser aux LGBT, aux femmes, aux combats sociétaux, aux problèmes des migrants, aux problèmes de discrimination. Voilà. Donc il faut rajouter à la sphère économique ouvriériste tout un ensemble de combats et considérer ces combats comme équivalents. C'est-à-dire il ne faut pas hiérarchiser les luttes. Alors ça, c'est très clairement expliqué par Mouffe. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui va amener la rupture avec certains membres de LFI qui disent non, les combats économiques et sociaux sont primordiaux. Et Mélenchon dit non, ils ne sont pas primordiaux. Donc, vous voyez, c'est le populisme de gauche, et c'est ça le paradoxe, c'est que ça ressemble en fait beaucoup à la théorie, à la note de Terranova dont tout le monde a beaucoup parlé, qui disait que l'électorat de gauche était les urbains, les jeunes, les femmes, etc. Et beaucoup de gens à gauche ont critiqué, notamment les amis de Mélenchon, ont critiqué cette note pour dire mais vous êtes en train de communautariser les choses et surtout vous abandonnez le combat économique et social.
Et bien, en fait, Mélenchon fait exactement ça. Alors, dans ce chapitre, alors qui est issu d'un article, d'une note que j'avais déjà écrite auparavant, j'avais parlé de Terra Nova, j'avais fait cette référence à Terra Nova, et à l'époque, personne ne la faisait. Et je me suis dit, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, oh, on va me tomber dessus, c'est pas possible. Alors maintenant, tout le monde le dit. Alors, je suis assez content. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils m'ont lu ou parce que finalement, c'est tellement évident que tout le monde l'a vu, quoi. Surtout que c'est devenu de plus en plus évident au fur et à mesure. Hein, depuis 2022, ça a quand même beaucoup progressé. Moi, j'avais écrit cette note en janvier 2022. Donc, à ce moment-là, on n'était pas à la fin de la campagne encore. Hein, y avait, voilà. Et donc, évidemment, j'arrive à la conclusion, c'est que quand on met au cœur de son combat politique du communautarisme, pour le dire très, très simplement, des phénomènes identitaires, des affects, qu'on veut parler de combat culturel. C'est-à-dire, en fait, combat culturel, c'est quoi? On veut changer les esprits des gens. En fait, on oublie quoi? On oublie les combats économiques et sociaux. Et donc, finalement, on se prive de considérer que l'adversaire, c'est le néolibéralisme. Non, l'adversaire, pour Mélenchon et pour les populistes de gauche, ce n'est pas le néolibéralisme, c'est l'extrême droite. Donc, quand l'extrême droite monte, et paradoxalement, on contribue à les faire monter. Puisqu'en fait, ce que ne veut pas l'extrême droite, c'est justement qu'on parle des phénomènes, des questions économiques et sociales. Mais quand on dit qu'on va défendre la Palestine, qu'on va défendre les droits des femmes, des minorités, la lutte contre la discrimination, etc., les combats écologistes, je n'ai pas dit, mais c'est important aussi dans les combats de prône Chantal Mouffe, eh bien, quand on parle de tout cela, eh bien, finalement, l'extrême droite, c'est facile. En fait, elle est en opposition dans chacun de ses axes. C'est-à-dire que eux, ils vont parler de grands remplacements, on va parler de créolisation, ils vont parler d'écologie punitive, on va dire non, mais voilà, on veut organiser la planification écologique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans ces combats qui sont souvent des... Alors, il y a Israël et puis il y a Palestine. Enfin, alors, Israël et Palestine, c'est génial, parce que là, il est tout trouvé, on a deux adversaires parfaitement identifiés. Donc, du coup, ça permet finalement de tout synthétiser, quoi. Parce que là, l'extrême droite, vous avez vu comment Marine Le Pen et enfin, tous les gens d'extrême droite sont des francs soutiens de Netanyahou ou d'Israël. Hein. Donc, du coup, voilà, la gauche, par réaction, se met à vouloir des drapeaux palestiniens partout. Hein. C'était ce qu'a dit Mélenchon la semaine dernière, voilà, dans toutes les universités. Voilà, donc évidemment, quand on a cette doctrine-là politique de conquête du pouvoir, pardon, mais on ne peut plus lutter contre le néolibéralisme, parce qu'on a abandonné toutes les questions néolibérales, qui sont au cœur des sujets qui... Bon, c'est vrai, moi, en tant qu'économiste, ça m'intéresse plus, mais... Voilà. Merci, David. Et du coup, tu as évoqué explicitement la question de l'extrême droite, et évidemment, on ne peut pas faire une soirée où on parle de politique sans évoquer l'extrême droite, qui a atteint des scores jamais égalés lors de l'élection législative de ce début d'été, puisqu'ils ont atteint 10,6 millions de voix lors du premier tour, si je ne me trompe pas, ou du premier tour, je crois. En l'occurrence, quelque chose qui n'avait jamais atteint précédemment, quasiment x2. Souvenez-vous, quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour, la toute première fois, 21 avril 2022, il était à peine au-dessus de Jospin, il était autour du 18%, et à l'époque c'était un séisme. Mais aujourd'hui, ils arrivent avec 10,6 millions de voix, et on a l'impression de vivre quelque chose de normal, alors qu'en fait on sait tous que ça n'est pas normal. Alors pour le coup, effectivement tu l'évoquais tout à l'heure dans un de tes précédents livres, tu expliques comment le néolibéralisme donne lieu à l'apparition du populisme dans les classes populaires notamment, mais plus généralement chez tous ceux qui se retrouvent un peu victimisés par la logique néolibérale. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement de l'extrême droite en général et l'extrême droite dans son rapport au néolibéralisme? Et puis peut-être qu'on gardera un petit temps à la fin, puisqu'on arrive petit à petit vers la fin, sur quelques pistes de solutions pour l'avenir, puisque là on a évoqué les doctrines qui sont imposées, donc la doctrine néolibérale d'une part, la décroissance on l'a évoqué, le populisme de gauche on l'a évoqué, et puis peut-être après avoir évoqué le national-populisme en tant que tel et l'extrême droite, on évoquera quelques pistes de réflexion pour la suite. Oui, alors merci. Alors, tu parlais de suivre la chronologie du livre, mais en fait ça c'est le premier chapitre, c'est sur l'extrême droite. Mais tu as raison de le laisser pour la fin. Alors j'ai écrit ce bouquin, enfin l'introduction du bouquin. Au départ, c'est une commande qui devait être rendue fin mai.
Et j'ai appelé l'éditeur, je lui ai dit, non mais enfin fin mai, on a les élections le 9 juin, ce serait dommage qu'un livre politique soit écrit et terminé avant qu'on sache le résultat des élections européennes. D'autant plus les élections promettaient quand même une poussée de l'extrême droite en Europe. Bon, et puis le 9 mai au soir, ben, vous savez, enfin je rigole parce que sur le coup, ça m'a pas fait trop rire, mais Macron décide de dissoudre. Alors moi, j'appelle l'éditeur, je dis, mais en fait, je ne peux pas rendre ce bouquin tant qu'on ne sait pas le résultat des élections législatives. Donc du coup, ça nous a reporté à mi-juillet. Mais donc j'ai tenu quand même à faire l'introduction sur les résultats de législatives et les stratégies que je sentais à ce moment-là. Bon, je suis assez content de ce que j'ai écrit. Parce que qui sentait, à l'issue du deuxième tour des élections législatives, que la gauche serait complètement à la ramasse à la rentrée? Moi, je le savais. J'ai écrit l'introduction, et si vous lisez l'introduction, vous verrez qu'elle n'a pas pris une ride. Parce qu'à aucun moment, j'ai dit, grâce à sa victoire du NFP, bien maintenant, la gauche gouverne la France. Parce que en réalité, c'était impossible que le NFP gouverne. Je veux dire, on fait l'un des pires scores de l'histoire de la gauche. On n'atteint pas 30% des voix. C'est bien pire qu'en 93. Bien pire qu'en 93, la défaite historique du PS en particulier. C'est pire. Alors c'est un peu mieux qu'en 2017, mais en 2017 est un tout petit peu mieux que 2022, mais pas beaucoup mieux. Alors si vous l'avez le livre, là vous pourrez voir le tableau en introduction des chiffres des élections. On fait à peine plus que la NUPES. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on gagne plus à gauche, c'est que le NFP est plus large que la NUPES, c'est-à-dire qu'elle a intégré de nouveaux partis. Donc en fait, quand on prend la somme des divers gauches plus de la coalition, il y avait plus de divers gauches en 2022 et moins en 2024. Mais le total est quasiment au même niveau. Donc il y a toujours 3 blocs, et la gauche est toujours le troisième des 3 blocs. L'extrême droite, c'est 37%, je crois, en 2022. Tu vas parler en voix, mais je crois que quand on rajoute Zemmour et d'autres partis d'extrême droite, on arrive quasiment à 37%. Donc c'est plus d'un tiers des élections, enfin des suffrages. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette extrême droite? Alors déjà, je pense que ce n'est pas qu'une question économique. Ce n'est pas qu'à cause du néolibéralisme. Je veux dire ça serait totalement bête, pardon, de voir le néolibéralisme partout. Non, l'extrême droite, elle augmente partout dans beaucoup de pays dans le monde. Et puis surtout, on a une croissance très forte à partir de 2017. Je veux dire, là aussi, quand on reprend les chiffres du tableau, enfin du graphique qui est là tu peux regarder Bassem, bon, eux ne peuvent pas voir, mais jusqu'en 2017, on est toujours à l'extrême droite entre 10 et 15%. Alors en 2007, elle a été elle a beaucoup perdu, moins de 5%. C'est l'effet Sarkozy. Mais en 2017, on est encore en dessous de 15% des voix de l'extrême droite. À partir de 2022, on est à 24. Ah non, j'ai dit 37, je me suis trompé, c'est 34,4. Voilà, c'est déjà beaucoup. 34% et demi. Donc on a fait un bond de 20 points pour l'extrême droite en 2 élections législatives, 2022 et 2024. Et une très forte croissance entre 2022 et 2024. Bon, moi, je crois que ce n'est pas juste à cause du néolibéralisme. C'est aussi à cause de nos responsables politiques. En premier lieu, Emmanuel Macron. Je veux dire, Macron crée une défiance par sa manière de gouverner extrêmement forte dans l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, les opposants à Macron, ceux qui sont perçus comme les opposants à Macron, c'est l'extrême droite. Alors pourquoi? Pardon, mais c'est parce que Macron, c'est aussi un produit de la gauche quand même. C'est quand même le ministre de l'économie de François Hollande. Et on ne peut pas comme ça oublier, balayer toutes les choses. Certes, la politique qu'il a menée n'est pas du tout une politique de gauche. Mais pour beaucoup de gens, c'est quand même de là d'où il vient. Bon, et puis il y a aussi, deuxième responsable de mon point de vue, l'incapacité de la gauche à convaincre. C'est-à-dire que, pourquoi les gens évoquent l'extrême droite? Parce qu'ils savent, ils font le vote utile. Alors, si on veut s'opposer à Macron parce qu'on le déteste, il y a une détestation de Macron qui est profonde dans toute la société française. Bon, si notre seul objectif c'est de détester Macron et de voter contre lui, on préfère voter pour celui qui va faire le plus de voix. Et tout le monde sait que c'est l'extrême droite aujourd'hui qui fait plus de voix que la gauche. C'était le cas en 2017, c'était le cas en 2022, et c'était le cas en 2024. Quand les gens commencent à être habitués à ça, eh bien, ils mettent le Rassemblement national en tête
hein, du parti d'opposition. Et en fait, ce qu'a fait la NUPES et ce qu'a fait le NFP, c'est, comment dire, mettre un peu les choses sous le tapis, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se voit pas trop l'effondrement électoral de la gauche. Parce que avec un score quasiment identique en 2022 pour la gauche unie, hein, en 2022 et en 2017, eh bien, on fait beaucoup plus de députés. Et là, on arrive à dire qu'on est victorieux en 2024. Mais on est victorieux en 2024 alors qu'au premier tour, on fait moins de 30%. Voilà. Et l'extrême droite en général, c'est 34,5%. Et ce qui nous sauve, c'est le rassemblement républicain du deuxième tour. C'est ça qui fait que, bien qu'on ait moins de 30% des voix, on a plus d'un tiers des députés. Donc là aussi, on est avantagé par le système, enfin, clairement, je veux dire, puisqu'on a réussi à faire plus de députés que notre pourcentage en voix. Je dis nous, je m'inclus dedans, hein, parce que finalement, on est tous de gauche ici. Voilà. Et, bon, donc, comment expliquer la montée de l'extrême droite? Il y a effectivement des stratégies politiques, je pense, de la gauche de Macron, qui poussent à l'extrême droite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le populisme de gauche, il fait monter par la façon dont il fonctionne, il fait monter l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il crée un adversaire et il le renforce en créant un adversaire. Et c'est ça le problème qu'on peut avoir. Mais globalement, on a l'extrême droite qui monte partout en Europe. Alors ce premier chapitre que j'ai écrit, c'était de montrer pourquoi est-ce que l'extrême droite monte. Elle monte parce que, de mon point de vue, il y a une forme de dépossession, un sentiment de dépossession de la part des citoyens. Ils sont un peu dépossédés de leur citoyenneté. Et pourquoi ils sont dépossédés de leur citoyenneté? Eh bien, parce que voter ne permet pas de changer le monde. Et pourquoi ça ne permet pas de changer le monde? Eh bien, parce qu'on a organisé l'impuissance de l'État. Et cette organisation de l'impuissance de l'État, elle n'existe pas qu'en France. Il y a un politiste américain très, très célèbre qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, Yaşamouk, qui est un Allemand d'origine turque qui enseigne aux États-Unis, donc il est américain en quelque sorte maintenant d'adoption minimum, et il oppose le libéralisme à la démocratie. Il dit, on pensait que les démocraties libérales faisaient que la démocratie et le libéralisme allaient ensemble, et aujourd'hui on a du libéralisme qui s'étend notamment en Europe et une démocratie qui s'affaiblit. Et du coup, en réaction, eh bien, on a des mouvements illibéraux qui sont là pour mettre en avant la démocratie contre le libéralisme. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette thèse. D'abord, je pense qu'on ne peut pas opposer aussi autant ça, les deux que ça. Mais il prend un exemple, il dit, regardez la Grèce, ils ont voté contre le mémorandum et contre l'austérité, et à la fin, ils se retrouvent avec des politiques d'austérité. Et ça, c'est vrai. Le sentiment que le vote ne sert à rien, eh bien, il crée différentes choses. Il crée, du coup, une frustration qui donne envie de voter contre le système. Et donc, de voter pour l'extrême droite. Alors, ça peut être aussi l'extrême gauche. Hein, il y a d'autres gens qui sont radicaux anti-système. Et on a vu d'ailleurs des populismes de gauche. Syriza, c'était le cas. Podemos, en Espagne, c'était le cas. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont déçu. Parce qu'ils n'ont pas réussi à lutter pour leurs idées jusqu'au bout. Et donc, il y a un deuxième phénomène qui apparaît, c'est le nationalisme. Et on va voter pour des partis nationalistes parce que, finalement, dans un monde économique qui devient de plus en plus incertain, où la concurrence est reine, et ça, c'est quand même un trait du néolibéralisme, eh bien, on va se mettre à défendre son pays contre les autres pays. On défend la France contre l'Allemagne, parce qu'on n'est pas on n'est pas des partenaires de l'Allemagne, on est des concurrents à l'Allemagne. Et le marché unique crée cela naturellement, puisque finalement les délocalisations, c'est les usines qui partent en Pologne, les gens en France, quand ils veulent trouver un emploi bien payé, ils vont en Allemagne, les Italiens ils viennent chez nous trouver des boulots bien payés aussi. Donc on a l'impression que l'économie, c'est une zone de guerre, et dans cette zone de guerre, nos États ne nous défendent pas, donc on va voter pour des nationalistes qui vont faire la guerre. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'on attend des nationalistes, c'est qu'ils nous défendent, nous. Et je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que, comme on a organisé une espèce de concurrence intra-européenne, et
mondiale, parce que la mondialisation, bah, c'est aussi la concurrence avec la Chine, avec le Vietnam, avec d'autres pays, eh bien, on suscite mécaniquement des phénomènes d'identité, de rapprochement identitaire. On essaye de se soutenir les uns les autres, et quand on a un parti qui dit la France d'abord, eh bien, ça parle aux gens dont les usines sont délocalisées. Donc, là aussi, le néolibéralisme, il a finalement sa part de responsabilité. Il n'y a pas que la stratégie de Macron, enfin la personnalité de Macron, la stratégie de Mélenchon qui sont au cœur de la montée du Rassemblement national. Il y a aussi ce phénomène structurant de guerre économique qui va forcément mécaniquement pousser les gens à se rapprocher des partis nationalistes. Après, bon, je rajoute aussi la question, mais je ne vais pas y venir trop longtemps, la question européenne, parce que finalement la démocratie européenne et la fédéralisation de l'Union européenne telle qu'elle est perçue, notamment avec la politique de von der Leyen, qui prend de plus en plus de poids, hein, ça donne l'impression aussi que finalement c'est les élites qui nous gouvernent de loin, et les gens pour qui on vote, les présidents, ils se soumettent à cela. Donc il y a aussi ce côté-là. Puis les migrations, elles sont aussi liées aux phénomènes économiques. Je vous l'ai dit au tout début, quand on permet la libre circulation du capital et du travail, le capital va forcément, les usines, ça veut dire, vont forcément aller là où elles sont les plus productives, là où il y a le plus d'infrastructures, là où il y a les grands ports de la mer du Nord. Et du coup, les travailleurs, les ouvriers, ils vont aussi aller là. Et on va s'apercevoir que certains pays vont devenir des nations d'ouvriers, comme la Pologne. Quand on regarde l'évolution de l'emploi en Pologne, c'est hallucinant. Tous ceux qui ont fait des études, de type ingénieur ou autre, ils partent de Pologne, parce que les salaires sont très faibles en Pologne. Et puis, ils peuvent tout à fait partir, aller en Allemagne ou dans des pays où c'est bien payé. Et ceux qui restent en Pologne, c'est les ouvriers. Mais comme il n'y a pas assez d'ouvriers, on va recruter des Ukrainiens ou des Lettons. C'est-à-dire que la démographie fait que les élites de Pologne partent de Pologne, les élites éduquées partent de Pologne, et on va recruter des Ukrainiens qui vont travailler dans les champs et dans les usines. Donc la nation entière devient ouvrière. Et là, on va juxtaposer l'une sur l'autre le sentiment de classe et le sentiment national. Avec évidemment des rapports hiérarchiques entre tout ça. Parce qu'en plus, les usines polonaises sont des sous-traitants des usines allemandes. Donc ça veut dire que les donneurs d'ordre sont en Allemagne. Donc non seulement les Allemands, c'est ceux qui nous ont envahis plusieurs fois dans leur histoire, mais en plus, maintenant, ils nous donnent des ordres. Moi, je ne crois pas que ce système il puisse à terme produire l'harmonie des peuples en Europe. Hein. Voilà, donc le nationalisme, en fait, c'est un peu une conséquence de tout ça. Merci beaucoup, David. Peut-être un élément pour aller dans ton sens sur la question de l'efficacité de l'action publique, finalement. Parce que quand on vote, on s'attend à ce que le vote ait une conséquence directe sur la vie de tous les jours, ou en tout cas sur la vie à moyen terme. Luc Rouban, qui est un politiste enseignant à Sciences Po, a sorti un livre il y a 2 ans, après 2022, qui s'appelle « La vraie victoire du Rassemblement national ». Alors, il a fait la suite sur les ressorts cachés de la victoire du Rassemblement national suite à l'élection de 2024. Je ne l'ai pas encore lu, mais dans celui de 2022, il s'appuie sur une étude des électeurs de Marine Le Pen et à la question des attentes démocratiques des électorats au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Les électeurs de Marine Le Pen, sur un choix entre la critique des élus, la démocratie directe, l'autorité, l'efficacité et le souverainisme, leur premier point, à hauteur de 84%, c'est l'efficacité. Donc quand ils votent, ils aimeraient que ça soit efficace et que ça donne des résultats immédiatement. Et ce que Marine Le Pen leur laisse croire, et Jordan Bardella dans la foulée, c'est qu'en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose de faisable, et que donc, par conséquent, votez pour moi, vous aurez tout de suite ce que je vous promets. Macron a fait la même chose. Hein. Et Macron a fait exactement la même chose en 2017. Et alors, étrangement, souverainisme, 30%. Donc vous voyez qu'en fait, quand on creuse un peu les chiffres des sondages un peu fouillés, là en l'occurrence c'est les sondages du Cevipof, donc c'est sur plusieurs milliers de personnes interrogées, ça donne des résultats intéressants. Ce qui nous incite, nous qui sommes, en tout cas si parmi vous il y a des militants politiques ou il y a des élus, justement de vous orienter vers cette question de l'efficacité de l'action publique et de ne... C'est pas par réalisme de ne pas promettre des choses qui sont réalistes, au contraire, il faut quand même être ambitieux, mais en tout cas de s'assurer que quand on promet quelque chose, on puisse délivrer, parce que sinon ça crée de la frustration et ça nous emmène petit à petit vers un vote d'extrême droite. Ce que je vous propose, ça fait à peu près 1h15 que l'on parle, sous cette forme un peu d'interview.
S'il y a des questions dans la salle que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à les poser.